Au sommaire, la société civile et l'opposition intègrent le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Petrogaz. La matérialisation dans une semaine au cours d'une rencontre autour du ministre de l'Intérieur. L'annonce est faite par le ministre du Pétrole et des Énergies, Mohamedou Makhtar Cissé. Ça grogne à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le collectif qui regroupe des délégués des travailleurs élève la voix contre les retards de paiement des salaires. Il dénonce aussi une mauvaise gestion du directeur dont il demande le départ. À Ziguinchor, les auditions se poursuivent 48 heures après la mort du secrétaire général autoproclamé du MFDC, Abdou Elenking Diatta. La gendarmerie chargée de faire l'enquête a déjà entendu plusieurs personnes alors que les familles des victimes attendent encore de recevoir les corps de leurs proches pour procéder à leur inhumation. La page des sports, ce sera avec Youssouf Bodian. La rubrique Le Marché, Seydou Nourouba. Le débrief pour boucler. Nous serons avec Mouniaï Sissé de l'ONG 3D. Au menu, la société civile et l'opposition qui seront intégrés dans le COS-Petrogaz. Ce journal vous est présenté par Pabès Diba. Abdou Tchamet à la partie technique. Pabès Diba. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est fait. Le COS-Petrogaz est ouvert à la société civile et à l'opposition. Une réunion est prévue cette semaine avec le ministre de l'Intérieur pour acter cela. Le ministre du Pétrole et des Énergies appelle cependant la société civile à plus de responsabilités et à réfléchir sur la prévention des conflits contre la Mauritanie. Mohamedou Makhtar Cissé avec Abdou Diouf Junior. L'ouverture du COS-Petrogaz à la société civile et à l'opposition, c'est acté. Je crois que cette semaine, il y a une réunion même avec le ministre de l'Intérieur pour essayer de voir dans quelle mesure cette cooptation se fera. J'espère qu'on pourra refaire de façon consensuelle. J'espère que personne ne critiquera le code gazier. Moi-même, j'ai signé une lettre pour circulariser le projet au niveau de toutes les organisations de la société civile. Je n'ai reçu qu'une seule réponse. Et après, je pense que quand nous faisons le pari d'associer, il faut que les gens répondent en disant que c'est bon, c'est mauvais, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Mais en tout cas, et nous le ferons prochainement sur le décret portant application de la loi sur le contenu local, le décret en phase d'élaboration. On ne peut pas concevoir ces textes parce qu'à la base, il faut une armature juridique correcte, partagée, si nous voulons avoir une gestion apaisée, qu'on ait la compréhension des enjeux et que l'on puisse le traduire dans les textes qui sont nos textes nationaux. Cela est extrêmement important. Donc cet exercice, quand nous associons la société civile, mesdames et messieurs, je vous en supplie, faites l'effort de réfléchir et de nous apporter votre contribution parce que nous gérons en votre nom. Nous partageons la ressource, son exploitation avec la Mauritanie et c'est extrêmement important de vous pencher sur cet aspect qui peut être déterminant pour la suite. D'habitude, les pays qui exploitent ensemble une ressource, c'est le meilleur moyen pour eux d'éviter de s'affronter sur un autre terrain. Puis Mohamedou Makhtar Cissé a présidé ce matin la table ronde sur le projet gazier de BP à Grande Tortue Aluminium organisé par l'OCDEA et l'ONG 3D. En plus bref, accident de la circulation sur la voie des 54 mètres dans la commune de Ziguinchor. Un conducteur de moto Jakarta a heurté un poteau électrique et termine sa course au fond d'un caniveau. Le conducteur est décédé sur les lieux alors que le passager qui transportait lui est grièvement blessé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Cartographie et les incohérences territoriales et approfondir le contenu des pôles territoires des 24 recommandations contenues dans le projet d'air produit par le Conseil économique, social et environnemental. Le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire en a profité pour annoncer la création d'un plan national d'aménagement et de développement des territoires. Ce sera en décembre prochain. Le compte-rendu de la session ordinaire de ce matin avec Mamadou Amardion. C'est une évaluation de l'acte 3 de la décentralisation dans sa première phase qui a permis la production d'un projet d'avis 24 recommandations soulevées par le Conseil économique, social et environnemental. Aminata Touré, la présidente du CSE. Cet acte 3 va consacrer la territorialisation des politiques publiques. Cela, il faut également que les maires qui sont les plus proches des populations puissent être impliqués. Il en est de même pour les présidents de conseil départemental, puisqu'il faut également que les populations soient impliquées.
La question des ressources a été abordée. Comment effectivement réfléchir sur une fiscalité qui va permettre aux entités territoriales de pouvoir financer certaines de leurs initiatives. Pour corriger ces incohérences territoriales, le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire annonce la mise en place prochaine d'un plan national. Oumar Gueye. Ce plan national d'aménagement et de développement des territoires est extrêmement important et attendu. Le président Macky Sall a décidé au début du mois de décembre de présider une rencontre présidentielle en vue de sa validation. C'est un plan nécessaire parce qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas un plan d'aménagement de son territoire. C'est la base même du développement. Toutes les questions liées à l'éducation, toutes les questions liées à la santé, toutes les questions liées aux infrastructures routières, autoroutières, aéroportières, portuaires, ferroviaires, etc. Tout cela, c'est l'aménagement du territoire. Repenser les mécanismes de financement, améliorer la gouvernance foncière et financière avec la participation des populations. Le ministre est revenu sur les efforts du gouvernement et invite les élus locaux à s'inscrire dans cette dynamique. Les tarifs du BRT Bus Rapide Transit seront compris dans la fourchette entre 300 et 500 francs. C'est une révélation du directeur général du CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Tierno Birahim Ao précise par ailleurs que la cession pour l'exploitation du projet sera fixée à 10 ans. Nous l'écoutons. Les tarifs seront à un niveau très acceptable. On n'en est pas à confirmer à ce stade le coût unitaire, mais sera complètement dans les capacités à payer des usagers qui font le trajet entre Guédiawaye et Dakar. Aujourd'hui, un tarif moyen est observé autour de 300-400 francs, mais largement dépassé, vous le savez, parce que finalement, on fait 2-3 trajets avant d'arriver à sa destination. Donc, ce que je peux dire, c'est que ces données-là seront confirmées à l'issue de concertation avec l'ensemble des équipes impliquées, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera dans une fourchette très acceptable par rapport au niveau de confort, de qualité et de sécurité que nous apporterons aux usagers. Nous avons pris l'option de faire une concession courte de 10 ans, un marché à l'international parce qu'il y a des compétences à acquérir pour des systèmes complexes, mais ce sont les Sénégalais qui vont être formés, qui vont exploiter ce BRT, qui vont aussi faire partie de ces bâtisseurs. Donc 10 ans, ça nous permet avec l'intégration des opérateurs locaux dans la structuration du projet de très vite monter en compétences pour qu'on puisse demain, ce n'est pas une durée très longue, confier aux Sénégalais des modes d'exploitation complexes et étendre le réseau de BRT à toute l'agglomération dakaroise qui en a besoin. Le directeur du CETUD était l'invité d'RFM matin, ce matin à 18h, passé de 8 minutes. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Pape Besdiba. Le sit-in du collectif des délégués de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ces travailleurs dénoncent entre autres la mauvaise gestion du directeur général, le retard de paiement des salaires des 150 prestataires, les recrutements non justifiés, le non-paiement des primes de performance de certains agents. Le collectif exige également le départ du DG et l'audit de la boîte par l'inspection générale d'État. Le compte-rendu de Amadou Sabarba. Difficultés financières et matérielles, retard de paiement des salaires des 150 prestataires, irrégularité de certaines publications, arrêt pur et simple de certaines activités du programme statistique, le collectif des délégués de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie peint un tableau sombre de la boîte. Serge Manel est le chargé des revendications. Nous ne comprenons pas, malgré les efforts qui ont été faits d'augmenter considérablement le budget de l'ANSD, que nous en sommes arrivés 9 mois après à rester de pouvoir ne pas payer les salaires d'une bonne partie du personnel de l'ANSD. Ce matin, la première, elle est consécutive à un constat d'échec parce que nous avions entamé une série de rencontres avec nos autorités. Pour camper le décor, l'ANSD assure sa production avec un personnel constitué à 40% de ses prestataires de services. La troisième raison, c'est de façon générale parler du financement de nos activités, de la statistique, qui souffre énormément. En plus de la mauvaise gestion décriée par ses agents, le collectif dénonce ce qu'il qualifie de copinage dans les recrutements.
Madiaw Dibo en est le secrétaire général. Ce qu'on a dit est très clair. On a un poste qui est fondamental pour l'ANSD, qui est le poste de directeur de l'administration et des ressources humaines, de l'administration générale et des ressources humaines. Il y a un avis d'appel à candidature que la direction générale a lancé et qu'on a décrié. Et dans les autres postes, on a décrié certains types de recrutement. On ne peut pas recruter sans avoir le besoin des directions. Une énième revendication du collectif, le manque de considération de son tutelle, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Ces agents veulent également un audit de l'ANSD. Amadou Sabarba, nos tentatives d'entrer en contact avec le directeur de l'ANSD ont été sans succès. À Ziguinchor, la gendarmerie poursuit ses auditions 48 heures après la mort d'Abdou Elenking Diatta, le secrétaire général autoproclamé du MFDC, et deux autres personnes qui avaient été tuées par balle dimanche à Mlomp alors qu'ils participaient à une cérémonie traditionnelle. Plusieurs personnes ont été entendues par la gendarmerie. Pendant ce temps, les familles des victimes attendent toujours de recevoir les corps de leurs proches en vue de leur inhumation. Et cette position de Seydi Gassama d'Amnesty International sur la mort d'Abdou Elenking Diatta. Seydi Gassama, donc, dans un post sur Facebook, écrit devant l'impossibilité de pratiquer une autopsie à Ziguinchor. Les corps d'Abdou Elenking Diatta et deux autres personnes tuées à Mlomp le dimanche 27 octobre par des hommes armés doivent être transférés à Dakar dans des services compétents. Cela a été fait plusieurs fois par le passé. L'État estime, écrit Seydi Gassama toujours, doit tout mettre en œuvre pour identifier les meurtriers, les complices et les commanditaires éventuels et les traduire en justice. En politique, les récents limogeages de Sory Kaba et Moustapha Diakhaté, ils remettent au goût du jour le climat au sein de l'Alliance pour la République, même si l'on évoque surtout le débat sur un supposé troisième mandat. Tout cela est la résultante d'une somme de frustration dans le parti présidentiel où les militants de la première heure s'estiment trahis, où on se positionne. Georges Détié Diop. C'est une lapalisse. Les limogeages de Sory Kaba et Moustapha Diakhaté cachent mal, oui, très mal en malaise au sein de l'APR. L'ex-directeur général des Sénégalais de l'extérieur a payé pour son opinion sur le supposé troisième mandat. Mais ce n'est un secret pour personne. Sory Kaba n'est pas en odeur de sainteté avec certains responsables de l'APR à Fatick, au ministère des Affaires étrangères aussi. Quant à Moustapha Diakhaté, sa disgrâce est la conséquence d'une provocation. C'est à la limite qu'il cherchait son évincement. Et cela date de son départ de l'Assemblée nationale. L'un dans l'autre, les cas Sory Kaba et Moustapha Diakhaté sont la conséquence de frustration au sein du parti au pouvoir. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux à ruminer leur colère à visage découvert ou en silence, au point que l'on ose affirmer que le feu couve à l'APR. La récente sortie de Youssou Touré contre Modou Diagne Fada et Thierno Lo et la rébellion du député Yaya Sow sont révélatrices de la crise qui guette le parti présidentiel. Leur dénominateur commun, la promotion de transhumants au détriment de militants de la première heure qui se sentent trahis. Et ce ne sera pas une surprise, dans un avenir proche ou lointain, que de grosses pontes de l'APR sortent du bois, le dernier mandat ne favorisant pas la situation. Si bien sûr ce le sera, des responsables vont se signaler pour se positionner. La guerre de succession va donc être enclenchée et les alliés vont à coup sûr entrer dans la danse. Ce qui veut dire que ça ne fait que commencer. En bref, à Podor, le deuxième adjoint au maire de Podor qui affirme avoir été molesté par des partisans du maire Aïssata Tall Sall alors qu'il était en pleine séance du conseil municipal et en présence du préfet du département. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et c'est officiel, le procès Lamine Diack, ancien président de l'IAF, et de son fils Papa Massata Diack est prévu du 13 au 23 janvier 2020 en France. Ils sont poursuivis pour corruption et concussion dans une affaire de dopage, mais déjà les avocats de Papa Massata Diack entretiennent le flou sur la présence de leurs clients
s'attend à ce procès. Ils disent préparer leur stratégie de défense avec sérénité. Vous avez pu écouter Maître Moussa Sarr dans nos précédentes éditions, 18h passées de 15 minutes. RFM Sport. Youssouf Bodian, bonsoir. Bonsoir, Pabès. Alors, on ouvre avec quoi? Avec le foot, la Coupe du Monde des moins de 17 ans, début de la deuxième journée. Ce soir à 20h GMT, Nigeria-Équateur, Angola-Canada à la même heure. Les deux sélections africaines qui ont gagné lors de la première journée peuvent se qualifier en huitième de finale en cas de victoire ce soir. Le Sénégal qui joue son deuxième match demain mercredi face aux Pays-Bas. Le Cameroun a perdu hier face au Tadjikistan, 1-0. Les Camerounais, champions d'Afrique en titre, sont donc la seule sélection africaine à perdre son premier match lors de cette Coupe du Monde qui se poursuit au Brésil. Retour chez nous pour parler du tour de cadrage de la Coupe des Confédérations africaines. Génération Foot reçoit demain Esaïe FC du Bénin, match prévu à 18h au Stade Lat Dior de Thiès. Les Grenats vont tout faire pour ne pas encaisser de but. Déclaration de leur entraîneur ce matin, c'était en conférence de presse. Djibi Fall veut tirer les leçons du match contre Zamalek. Il est au micro de Abdourahmane Diallo. La première chose à faire, c'est de faire l'analyse des deux dernières confrontations contre le Zamalek parce qu'on a été éliminé. Moi, je pense que partant de là, nous, on peut avoir attaqué ce match. L'analyse, c'est quoi? C'est un match où on a eu beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume et de la frustration parce qu'on a été éliminé par le but qu'on a encaissé ici. Donc maintenant, il faut aborder ce match dans un autre contexte, c'est-à-dire on reçoit, il faut tout faire pour jouer la qualification à domicile parce qu'il y aura un match aller-retour et essayer de tout faire pour marquer 3 buts ou bien même plus et ne pas encaisser pour pouvoir maintenant se déplacer sereinement. Mais nous savons que ce ne sera pas facile parce que l'adversaire, je suis sûr que sera derrière en essayant de jouer les contres, mais c'est à nous maintenant d'être plus intelligents et beaucoup plus audacieux aussi devant pour pouvoir maintenant scorer le maximum possible. Et c'est donc de ne pas encaisser face à une équipe de Zaïre FC du Bénin donc qui a marqué 7 buts lors de ses 4 derniers matchs des préliminaires de cette Coupe des Confédérations. Sola Cham nous présente cette équipe universitaire venue du Bénin. Génération Foot va affronter l'ESAEFC pour les matchs de barrage de la Coupe de la Confédération, un club d'étudiants de l'École supérieure d'administration, de management et de journalisme. Fondé vers la fin des années 1990, l'Adiobi FC, devenu ESAEFC, a découvert l'élite du football béninois en 2011. L'ESAEFC, récent vainqueur de la Coupe du Bénin, est actuellement le seul club en lice pour défendre les couleurs béninoises en compétitions africaines. L'ESAEFC est l'un des 2 clubs universitaires du championnat du Bénin. Cependant, tous ces joueurs ne sont pas des étudiants. Le reste de l'effectif est constitué d'éléments dotés d'une expérience dont a besoin l'entraîneur. 8e au classement du championnat béninois la saison passée et crédité de 4 points en 2 journées pour cette saison, le SAEFC est considéré comme l'invité surprise à cette étape de la compétition. Le représentant du Bénin pour la Coupe de la Confédération a éliminé les Mauritaniens de SNIM 7-0 sur l'ensemble des 2 matchs avant de mettre fin au rêve des Burkinabés de Salitas. Ce club béninois espère poursuivre la rapide ascension entamée ces dernières années, mais il faudra d'abord faire face à un club de Génération Foot qui commence à s'habituer aux compétitions africaines et gagne de plus en plus d'expérience. Une double confrontation qui s'annonce intéressante vu que ces 2 clubs rêvent d'une qualification historique en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Sur le Cham, le match donc est prévu demain à 18h à Thiès, à suivre sur la RFM. Quelques affiches ce soir en Europe avec le championnat espagnol qui démarre sa 11e journée. Le FC Barcelone joue contre Valladolid, match prévu à 21h15, 20h15 GMT. À l'instant, à la baisse contre Atlético Madrid, 0-0. On joue depuis 17 minutes, Papes. Merci Youssouf Bodian à l'instant qui nous a présenté la page des sports. Le marché sur RFM. Le marché avec Seydou Noroba. Bienvenue.
Il est devenu fréquent de voir des commerçants, des étudiants et autres travailleurs s'armer de toutes sortes de vitamines pour, disent-ils, éviter toute faiblesse après une dure journée de labeur ou d'études. Des activités donc intenses sur les plans physiques et intellectuels, et ceux qui prennent ces médicaments ont tendance à mettre à la fin de chaque mois une somme d'argent. Elle peut être comprise entre 2000 francs et 2500 francs CFA. C'est un reportage de Odo Marba. Boubacar n'est ni pharmacien ni vendeur clandestin de médicaments, c'est un vendeur de noix de coco. Il est tout en sueur, les grimaces qu'il fait témoignent de la lourdeur de sa marchandise qu'il trimballe à longueur de journée. Pour évacuer toute cette fatigue accumulée, Boubacar met de côté minimum 2000 francs le mois. Boîte de vitamine C. J'achète la boîte de vitamine C à 1650 ou 2000 francs. Je prends la vitamine parfois mélangée à autre chose. C'est aussi cette somme que réserve Birassi, qui est un étudiant. C'est pour l'achat de ces médicaments, vitamine C entre autres, surtout en période d'examen. Pour la boîte de vitamine C, moi je l'achète à la pharmacie à 2000 francs quoi. 2000 francs, peut-être 2000 et quelques quoi, mais ça ne va pas dépasser ça, ça va tourner autour de 2000 francs. Aujourd'hui, il est important pour certains travailleurs de s'armer de médicaments pour évacuer la fatigue de la journée, et pour y arriver, il faut nécessairement épargner. Marba, merci. Pourtant, il y a des vitamines et minéraux qui, souvent consommés en excès, peuvent avoir des effets néfastes. Plusieurs études scientifiques ont même démontré les risques élevés de développer des cancers. N'empêche, les suppléments de vitamine C se vendent comme des petits pains. Des dépenses inutiles, selon Hassan Diop, secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Nous l'écoutons. Déjà, en matière de consommation de médicaments, nous avons l'habitude de prôner un usage rationnel, c'est-à-dire juste prendre la dose qu'il faut au bon moment, au bon dosage. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport à la vitamine C, effectivement, nous le constatons. L'organisme a besoin journalièrement d'une quantité de vitamine C qui varie selon les pays, selon certaines études, entre 90 et 120, voire 200 mg. Donc le fait de prendre 1000 mg chaque jour, non seulement l'organisme va éliminer l'excès, donc c'est une perte, mais à terme, ça va générer des effets secondaires. L'autre élément également qu'il faut dire, c'est que quand l'organisme est fatigué, il est préférable de le reposer, et quand la personne sent des signes, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas bien, c'est d'aller voir un professionnel de santé qui diagnostique la maladie et qui fait un traitement approprié. Mais le fait de prendre de la vitamine C tout le temps et tous les jours ne nous paraît pas être opportun ni justifié. C'est des dépenses inutiles parce qu'au lieu de prendre le bon dosage, on en prend beaucoup et l'organisme élimine l'excès facilement parce qu'il n'en a pas besoin. Donc effectivement, c'est une perte d'argent, une perte de dépenses. Le marché, c'est fini. Vous pouvez envoyer vos critiques et suggestions sur rfmdakar@gmail.com ou rfmlemarché@gmail.com. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain. Merci à vous, Seydou Nourouba. Avant le débrief, découvrons cette information de notre correspondant à Diourbel, Bambey Babacar Diouf. Le corps sans vie d'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé non loin du lycée de la région. Selon nos informations, la victime se serait immolée par le feu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Alors, nous sommes en direct avec Moundiaï Sissi de l'ONG 3D. Bonsoir, Moundiaï. Bonsoir, Paber. Vous avez organisé ce jour une rencontre pour parler des énergies, du pétrole, du gaz. C'est à cette occasion que le ministre Mohamedou Makhtar Sissi a annoncé que le COS-Petrogaz sera ouvert à la société civile et à l'opposition. Alors, vous êtes de la société civile. Quel rôle entendez-vous jouer dans le COS-Petrogaz? Mais d'abord, il faut saluer l'initiative d'ouvrir COS-Petrogaz à l'opposition et à la société civile. Maintenant, c'est une chose de l'ouvrir à la société civile, mais une autre de choisir de bons profils pour y représenter la société civile. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'organes de contrôle, beaucoup d'organes ouverts à la société civile par l'État, mais le choix des membres, le choix des profils parfois pose problème.
nous osons espérer que, aussi bien pour l'opposition que pour la société civile, le choix soit judicieux, basé sur des profils compétents, des profils qui ont, la possibilité de représenter dignement et efficacement la société civile. Qu'est-ce que la société civile va faire dans le COS Petrogaz? Je crois que principalement, c'est d'aller défendre les intérêts des populations. Ensuite, aller dans le sens de la redevabilité, de rendre compte de ce qui se passe aux populations. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de lois qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Récemment même, le code gazier a été adopté en Conseil des ministres, mais peu d'organisations de la société civile ont été informées. C'est aujourd'hui que le ministre nous a informé qu'il a saisi quelques organisations de la société civile, une quinzaine, et que donc il n'y a qu'une seule organisation qui a réagi. Ça veut dire qu'il y a un problème de mapping, de ciblage des organisations de la société civile sur cette question. Donc, cela veut dire que vous avez des appréhensions sur les personnes qui seront choisies dans le COS? Oui, ça veut dire que l'État doit donner la possibilité à la société civile de désigner ses représentants. De désigner ses propres représentants. Et ne pas les choisir directement. Parce que ça pose un problème de profil pour ces fonctions-là. Et donc, ça c'est une chose. Quand la société civile sera dans cet organe de concertation, cela permet deux choses. Cela permet que les politiques publiques concernant ces industries extractives ne soient plus imposées, ne s'imposent pas à la société civile, ne s'imposent pas aux citoyens, mais que les citoyens puissent les inspirer, que ce ne soient pas des politiques qui tombent sur les populations de façon abrupte comme ça. Mais le fait de participer, cela permet d'être dans la coproduction de ces politiques, dans la coproduction des réformes. Ça, c'est un aspect important. L'autre aspect, ça permet des concertations. Quand les acteurs de la société civile sont informés, il y aura moins de dénonciations, plus de collaboration. Et donc, ça permet d'aller vers une exploitation apaisée et optimale des ressources. Donc, c'est un grand pas en avant, le fait de vouloir inviter la société civile et l'opposition à intégrer le COS Petrogaz, parce que ça leur permet d'avoir la bonne information sur les questions des industries extractives et de façon générale, mais ça leur permet de pouvoir même, au besoin, être des relais de transmission de l'information aux citoyens. Donc c'est le lieu pour nous de saluer cette initiative. Mais encore une fois, pour que ça soit efficace et efficiente, il faudrait que ce soit un bon choix pour éviter ce qui se passe parfois quand il s'agit juste de choisir comme ça des organisations de la société civile pour représenter la société civile dans ces structures. L'autre aspect, c'est qu'on doit aller aussi dans le sens d'une articulation et d'une mise en cohérence des différentes structures qui existent sur la question. Aujourd'hui, il y a le COS Petrogaz, mais il y a le GES Petrogaz, il y a également Petrosen, il y a la direction des hydrocarbures. Je crois que ça fait un flou institutionnel autour d'organes, comme c'est le cas de la décentralisation. Il y a beaucoup d'organes qui sont en superposition et parfois il y a conflit de compétences. Je crois que c'est le moment aussi d'aller dans le sens d'articuler l'ensemble des organes qui sont censés gérer les politiques publiques en matière de ressources extractives.